Donc, nous venons de terminer le concert de Thierry Châtelain, la Fondation Suisse, et je voudrais que vous nous parliez au début, comme cela, de la façon dont vous travaillez la composition. Est-ce que vous improvisez? Est-ce que vous essayez un petit peu au piano? Ou est-ce que c'est dans votre tête? Comment ça se passe? Alors, en général, plutôt, j'entends la musique que j'ai envie d'écrire. J'entends une mélodie, si vous voulez, et je la reproduis au piano. D'accord, mais c'est dans un premier temps, vous avez une entente. J'ai une idée, parce que j'aime bien composer à partir d'une mélodie. Donc, c'est une mélodie qui me vient, que je vais écrire. Et auparavant, je la jouais sur le piano. Et je l'écrivais tout de suite. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas les ordinateurs, il y a une trentaine d'années. Voilà. Et ma manière de composer a énormément changé dès le moment où je me suis équipé, parce que j'ai un home studio, donc je fais des créations pour des gens qui veulent faire un disque ou une vidéo. Et vous savez que maintenant, si je joue cette mélodie, avec un ordinateur, elle va s'écrire immédiatement sur l'écran. Ce qui fait que l'idée et la composition est devenue une chose beaucoup plus rapide et qui se rapprocherait presque parfois de l'improvisation. Alors, est-ce qu'on peut dire, parce que justement, est-ce que vous voulez dire qu'elle se met directement, elle s'écrit directement? Elle s'écrit directement sur la partition, en fait. Mais on dit parfois que dans les compositions extrêmement de musique contemporaine, l'ordinateur ne peut pas rendre correctement la qualité de l'écriture. Là, vous parlez d'une musique contemporaine complexe. Voilà. Moi, j'écris, et j'ai écrit une musique, si vous voulez, tonale, avec des notes qui vont saler un peu la tonalité. Sur un sol mineur, on va rajouter parfois quelques notes étrangères à l'accord. Oui. Qui vont nous permettre de donner une couleur. Pimentée, oui. Je ne vais pas avoir une musique expérimentale. Donc ça ne va pas déborder les capacités de l'ordinateur. Pas du tout. Et donc vous pouvez donner immédiatement à jouer votre œuvre à quelqu'un d'autre. C'est ça. Alors après, évidemment, l'ordinateur a ses limites et on doit retravailler l'œuvre, si vous voulez, à la note. Voilà. On doit la calibrer, on doit en faire une partition correcte. Parce qu'elle n'est pas toujours quantifiée. Oui. C'est ça. Donc quand on laisse jaillir la musique, on la laisse jaillir, les notes s'écrivent. Elles sont mises en mémoire et surtout, l'ordinateur retient parfaitement ce qu'on a joué. Donc on va avoir le climat musical. Après, il faut la retravailler dans une deuxième partie pour qu'on puisse avoir une texture. La précision du rythme, oui. Du croche et du décroche. Oui. Donc ça, il faut compléter, hein, c'est ça? Oui, il y a un gros travail à faire. Ah oui, d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est au niveau du jaillissement de la musique. Oui. Ce qu'on a dans la tête, aujourd'hui, on peut immédiatement le faire apparaître sur une partition. C'est ça. Alors, je voudrais vous poser la question, est-ce que vous pensez que le public reçoit différemment une musique qui serait improvisée et une musique qui est jouée à partir d'une partition? Est-ce qu'il y a une différence de sensibilité entre quelque chose qui naît sous ses yeux, en quelque sorte, et où le pianiste est en phase quelque part avec les gens qui sont présents, et le fait de jouer quelque chose qui est déjà établi et qui est un peu réchauffé, en quelque sorte? Non, je pense pas. Je pense que ce que je dirais, c'est que la musique, en fait, on reçoit l'énergie de la personne qui va la transmettre. Oui. Maintenant, si l'interprète qui crée de la musique sur le moment est assez génial pour mettre les gens en transe, oui. C'est son génie qui sera là. C'est ça. Si le compositeur de génie a écrit sa musique et qu'on la retransmet, et que l'interprète de génie, parce que vous pouvez très bien jouer une pièce écrite sans génie par l'interprète, oui. Écrite avec génie, mais que l'interprète retransmet maladroitement. Et dans ce cas... Et inversement, éventuellement, l'interprète peut apporter quelque chose que le compositeur lui-même n'a pas apporté. Ça oui, bien sûr. Mais je trouve difficile de rendre génial une chose qui ne l'est pas au départ. Donc, je crois que c'est un ensemble de choses qui peut parfois créer un moment d'exception. Mais le public n'est plus demandeur comme au début du XIXe siècle d'assister à des séances d'improvisation comme on le faisait à l'époque de Mozart ou même de Paganini. Enfin, je veux dire. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais autant écouté de musique. Le monde entier écoute de la musique grâce aux iPods, grâce à tous les médias possibles, tout style de musique différent. Et accessoirement, on n'a jamais vendu aussi peu de disques.
Oui, c'est un peu la mort du disque. oui. Mais il y a tellement de créations hors ce qu'on appelle musique classique contemporaine, musique d'érudit, qui fait que c'est absolument exceptionnel aujourd'hui que tout le monde peut nous dire quelque chose artistiquement. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Oui, mais néanmoins, alors qu'est-ce que vous pensez justement de ça? C'est une question classique. Pourquoi est-ce qu'il y a une sorte de décroche? Pourquoi finalement dans les concerts, à Paris en tout cas, on s'arrête quand même dans les années 1940, 1950, comme s'il y avait plusieurs décennies qui n'étaient pas, à part l'IRCAM éventuellement, mais je veux dire que pourquoi est-ce qu'il y a un divorce entre le public et la musique depuis quelques décennies, la musique de recherche contemporaine, je veux dire? Franchement, je pense un peu. Moi-même, je ne suis pas un grand adepte de musique expérimentale. Oui. Enfin, ça s'appelle comme ça, expérimental. On peut. Oui. Non, je ne sais pas. C'est vrai que on ne sait pas très bien comment. Comme je ne suis pas du tout un spécialiste, moi, ce qui m'intéresse en musique, si vous voulez, c'est le dépassement de soi. Ah oui. Dans quelque musique que ce soit. D'accord. Et comme je suis professeur de piano, mes élèves, j'aime les aider à se dépasser par tous les moyens possibles, qu'ils puissent découvrir leurs frontières, aller au-delà de leurs limites. Et moi, c'est ce qui m'intéresse que je travaille. Les études de Chopin, une sonate de Scarlatti, ou une pièce complexe d'un compositeur moderne aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie dans votre esprit, le dépassement? D'aller au-delà, ce qu'on ne comprend pas très bien. Enfin, je veux dire, c'est pas. C'est-à-dire que les limites de quoi? Les limites techniques, les limites. De compréhension, oui. D'expression. Et comment fait-on pour se dépasser, monsieur? Par le travail. Par le travail. Ah oui, c'est ça. Je travaille jour et nuit pour ça. Aujourd'hui, j'ai une vie de concert. Je donne moins de concerts aujourd'hui. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est de travailler et de me dépasser. Quand vous avez joué au Honegger tout à l'heure, vous étiez dans un sentiment de dépassement quelque part? Oui, parce que c'est une œuvre difficile. Et de toute façon, le moment du concert, pour moi, est un moment de dépassement. D'accord. Je prépare des mois à l'avance pour essayer et espérer donner le meilleur et de créer quelque chose réellement en échange avec le public. C'est un moment unique, le concert. Donc il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez énormément travaillé cette œuvre, et plus on travaille l'œuvre, plus quelque part elle apparaît comme jaillissante et comme naturelle. Vous avez tout dit. Je pense qu'on la recrée au moment du concert. Comme en musique, comme dans tout dans la vie aujourd'hui, rien n'est jamais acquis. Vous avez beau travailler une œuvre autant que vous voulez, il peut se passer... Enfin, il y a quand même quelque chose de paradoxal. C'est-à-dire qu'en fin de compte, d'un côté, il y a des personnes qui peuvent improviser une œuvre qui est tout de suite là, qui n'avaient pas du tout préparé, en quelque sorte. Enfin, ils se sont préparés par d'autres choses, mais ils n'ont pas joué cette œuvre avant. Et en même temps, il y a d'autres personnes qui arrivent avec un travail énorme qu'ils ont fait sur une œuvre qu'ils présentent, comme si les deux chemins devaient en quelque sorte arriver au même résultat. On arriverait au même résultat par un énorme travail intensif sur une œuvre déjà connue et par quelque chose qui sort. Est-ce que, par certains côtés, moi j'ai tendance à comparer l'improvisation musicale à une forme d'activité sportive, voyez-vous? C'est-à-dire qu'il faut être entraîné, même si on ne joue pas la même œuvre, de toute façon, il faut s'entraîner, mais la course n'est jamais la même d'une fois sur l'autre. Là, vous avez tout dit. Je pense que le côté sportif est tout à fait... On peut faire une analogie. Et nous, en tant que musiciens, on a de la chance parce que si on sait s'économiser dans le sens de toute sa musculature, des mains, on peut jouer du piano jusqu'à 100 ans. Oui. C'est une chance que nous avons. Comme Rubinstein. Exactement, à contrario des sportifs qui usent beaucoup la machine en l'utilisant trop fort. Ce qui fait qu'il faut savoir se dépasser, entre guillemets, j'ai envie de dire, avec facilité. Et c'est une chose que je transmets beaucoup à mes élèves, c'est de pouvoir aller dans la virtuosité avec facilité. Par exemple, oui. à l'instar d'un sportif, si vous voulez monter une gamme, par exemple, vous jouez 5 notes très rapidement, le plus rapidement que je vais jouer ces 5 notes, ce sera en les jouant comme ça. Je ne peux pas les jouer plus vite. Oui. Maintenant, si je les déroule en tombant sur le piano, sans faire aucun geste particulier, ou à l'inverse dans l'autre sens, je peux avoir une virtuosité absolument parfaite sans faire aucun effort. Oui, quand on voit un pianiste jouer, parfois on se dit mais il ne fait rien, il ne bouge pas. C'est tellement infini, c'est tellement insensible tout ce qu'il fait avec. Et donc, ça permet de durer.
Dans la vie, je pense qu'il faut savoir s'économiser et se donner à fond dans ce qu'on fait, dans la passion qu'on a. Oui, moi, par exemple, parce que moi, moi, je fais toujours enregistrer en vidéo ce que je fais. Donc vous voyez comment je joue, et effectivement, parfois on se dit, mais il ne joue pas, on ne voit pas ses gestes. On voit très peu de choses bouger, c'est presque rien, et pourtant ça a des effets considérables. Mais c'est vrai que je crois que les gens, quand même, finalement, ils attendent comme un moment donné d'orgasme. Il y a un moment c'est pour ça que le rythme est très important en musique, parce que il y a un moment d'excitation. Il faut que dans une pièce, il y ait un moment d'excitation intense qui est préparé. Donc c'est pour ça qu'on pourrait, tout à l'heure on parlait d'images sportives, on pourrait parler d'images sexuelles aussi, quelque part. Une espèce de climax. Je pense que quand vous dites ça, c'est la vie. C'est la vie qui jaillit. Oui. Quelle qu'elle soit à travers la musique. Mais néanmoins, en vous écoutant, ce qui ressort, c'est que bon, vous ne vous donnez pas dans l'improvisation en public, par exemple. Non, ça ne fait pas partie de... Mais c'est pas que vous qui êtes dans ce cas-là. Je crois qu'il y a beaucoup de pianistes qui ne le font pas. Oui. Moi, je suis intéressé à beaucoup de... Quelles sont vos réticences par rapport à cette possibilité? J'aime énormément travailler la technique. Donc ce serait inachevé, ce serait incomplet, ce serait imparfait. Une fois que j'ai trouvé une belle tournure, un beau style en musique, j'aime le reproduire parce que je suis assez visionnaire, visuel, on peut dire, et la musique m'éveille des images. Et j'aime me promener, en fait, en images, quand je joue. Mais ce serait un beau cadeau pour le public d'assister au moment où l'idée musicale jaillit, alors que là, ça reste quelque chose de privé, d'intime. C'est ça, c'est un atelier, en fait. Il y a un atelier. L'atelier, parfois, il est plus ou moins intéressant parce qu'il y a quand même des pertes, si vous voulez. Il faut parfois beaucoup retourner la terre pour qu'elle donne des fruits. Mais moi j'ai une formule qui est un petit peu provocatrice. Je dis que j'ai d'ailleurs créé sur Facebook un groupe qui s'appelle La musique dans le sang. Dans le sang. C'est-à-dire que quelque part, quand on a la musique dans le sang, quand c'est en soi, est-ce qu'on a besoin d'étudier la musique, voyez-vous, c'est ça? Je pense que c'est indispensable parce qu'on est humain et parce qu'on a des limites, justement, des limitations, et que... Alors après, le chaos, en fait, n'apporte rien. Non, mais pourquoi est-ce qu'il y aurait du chaos? Est-ce qu'on peut pas... par exemple, il y a des gens, par exemple, qui peuvent très bien improviser un discours et qui soit parfaitement organisé et cohérent, alors qu'il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas le faire et qui sont obligés d'avoir un texte sous les yeux. Mais là, vous évoquez autre chose, parce que quand vous parlez d'improvisation, l'improvisation ne veut pas dire je ne pars de rien pour aller nulle part. Bien sûr, non, je suis d'accord. Oui, une expérience, oui. Souvent, les grands improvisateurs ont des canevas, oui. Ils savent où ils vont. Oui, je suis d'accord. Ils ont souvent même des tablatures harmoniques. Oui, comme en jazz, par exemple. Voilà, exactement. Alors on dit on improvise, mais vous savez, tout a déjà été fait, donc on part de là pour créer un moment. Oui, c'est exact. C'est vrai que quelque part, moi quand je joue une nouvelle œuvre, j'ai l'impression quand même parfois de refaire la même chose qu'avant. C'est jamais tout à fait pareil, mais on se retrouve complètement. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'œuvre d'un compositeur, on l'identifie très rapidement. C'est ça. Et alors on pourrait dire qu'on ne joue jamais deux fois la même interprétation d'une œuvre. Oui. Son état va transparaître à travers l'œuvre, etc. Oui. Donc, dans différents niveaux de subtilité, ce sera un peu identique. Oui, mais d'abord, je pense que le cerveau ne marche pas de la même manière dans les deux cas, parce que le cerveau est beaucoup plus à l'affût et sur la brèche quand on improvise directement que quand on a déjà quelque chose qui est tout prêt. Je pense que pour être vraiment bien en place, on est à l'affût aussi de tout ce qui peut arriver. Oui, c'est vrai, mais c'est pas la même attention. L'attention peut être différente, mais l'intensité sera la même. Oui. Mais par exemple, pour toucher à un sujet un petit peu qui fâche, la question des hommes et des femmes par rapport à la musique, le fait que très peu de femmes se sont illustrées dans l'histoire de la musique, alors qu'il y a beaucoup d'interprètes femmes, ça nous montre qu'il y a quand même une différence quelque part. Moi, j'ai souvent beaucoup d'interprètes me disent, moi, je ne compose pas. Non seulement je ne compose pas, mais je n'improvise pas. Je ne compose pas. C'est donc qu'il y a une barrière quelque part. Il y a quelque chose qui n'a pas été éveillé. Il y a une liberté qu'on ne se donne pas.
il y a des gens qui ont besoin d'un canevas et qui ne peuvent pas fonctionner sans cela, que ce soit leur propre canevas ou le canevas de quelqu'un d'autre. Parce que quelque part, si vous jouez sur quelque chose, même que c'est vous-même qui l'avez composé, c'est déjà plus tout à fait vous-même. Enfin, je veux dire, Et à ce moment-là, on a une autre casquette, n'est-ce pas? On devient l'interprète. On n'est plus du tout le compositeur. Voilà. Que je joue mes œuvres ou celles de quelqu'un Oui, d'autre, voilà. je deviens interprète. Oui, c'est ça. Donc il serait intéressant qu'à un moment donné, vous ne soyez plus pas l'interprète. Que dans vos concerts, il y ait un moment, parmi les moments que vous avez joués là, il aurait été intéressant d'avoir 2 ou 3 minutes où vous soyez plus compositeur qu'interprète. Par exemple. Et c'est vrai que ce n'était pas le propos là, à ce moment. En ce moment, je suis plus dans une recherche technique. Oui. D'accord. Mais écoutez, je vous remercie. Moi, je vous remercie.